Avant de vous parler concrètement du retour, il y a un temps qu'on détaille assez peu. C'est le temps entre donc, la découverte des camps, la libération proprement dite des détenus, donc, par exemple à Bergen-Belsen le 15 avril, et le temps du retour proprement dit. Il s'est passé là plusieurs jours, plusieurs semaines pour des milliers de personnes à attendre dans les camps l'organisation du retour. Je vais y revenir là aussi tout à l'heure, c'est la conclusion logique de ce que je vous ai dit, des camps majoritairement découverts par hasard, même si le retour avait été anticipé de façon théorique, je vais y revenir, il a fallu, par rapport à l'ampleur de la découverte, il a fallu s'organiser et de ce fait, beaucoup de déportés ont attendu, libérés, proprement dit, dans leur camp, mais ont attendu le retour dans leur pays. Il n'empêche qu'en dehors de cette notion de libération des camps, là, se cachent des semaines, alors évidemment très douloureuses pour un grand nombre de déportés. Beaucoup de déportés vont mourir après leur libération, mais avant leur retour. Mais on a également des images et des sensations, on le voit dans plusieurs témoignages, évidemment d'heures de liberté intense vécues par des témoignages. Malheureusement, j'ai oublié, j'y pense seulement maintenant. On a des images magnifiques que j'avais repris pour un de mes livres. Je vous invite à regarder, ils sont dans les catalogues, dans des images sur internet sur la libération de Mauthausen. Je vous invite à regarder des photographies des républicains espagnols qui se trouvaient pour beaucoup au camp de concentration de Mauthausen depuis 1940, qui sont libérés. On les voit souriants au camp même, pour beaucoup encore avec leur tenue de déportés, la tenue rayée. Mais on voit bien que là, ces heures sont des heures intenses de joie, évidemment, mais de réappropriation également de soi, puisque vous remarquerez, vous verrez, sur ces photos, sur les tenues rayées, soit le triangle a été arraché, soit à côté du matricule, du numéro, puisque vous le savez, les déportés avaient perdu toute identité dans les camps de concentration, et leur identité a été résumée à un numéro, un matricule. Ces déportés ont ajouté leur nom, leur prénom à côté du numéro. Ils se réapproprient donc tous ces éléments, ces outils inventés par les SS pour les déshumaniser. Donc cette idée quand même de libération vécue pour les déportés les plus valides, pour les détenus les plus valides de façon assez intense, est évidemment très importante. Il faut la rappeler. On a également beaucoup d'images du camp de concentration de Dachau. Du coup, les déportés s'organisent. Vous avez, dans la plupart des camps centraux, des comités de détenus, souvent internationaux, qui se mettent en place pour gérer ces jours, ces heures de la première libération et donc d'avant le retour. Si je prends l'exemple du comité à Dachau, vous avez la plupart des nations de détenus internés au camp. Vous avez un journal qui a été créé pour les Français, alors qui se décline en différentes langues. Pour les Français, c'est le journal Liberté. Et sur la place d'Appel, le camp de Dachau est libéré selon les commandos le 29 et le 30 avril 1945. Dès le 1er mai 1945, sur la place d'Appel, là aussi c'est tout à fait symbolique, on se rapproprie la place des SS, où les détenus, vous le savez, attendaient des heures durant le temps de la concentration. Là, sur la place d'Appel, tous les détenus libérés se réunissent pour fêter la libération et également la fin prochaine de la guerre. C'est-à-dire que les détenus savent aussi que la guerre n'est pas terminée. Et donc des motions sont souvent votées à main levée pour féliciter les libérateurs et encourager et souhaiter la victoire. Mais ces comités ont évidemment aussi joué un rôle très important dans l'organisation de la vie quotidienne avant le retour, dans l'enceinte du camp. Il faut vêtir tout simplement beaucoup de détenus encore, il faut les nourrir. Alors bien évidemment vous avez l'aide des libérateurs dans la plupart des grands camps centraux, pas toujours dans les commandos, puisque les troupes souvent continuent à progresser. Il faut organiser les formalités de retour. Je vous ai dit perte d'identité, ce qui signifie qu'il faut refaire des listes, c'est tout bête, mais refaire des listes, redonner des identités, relever les identités pour préparer ce retour et les passages des frontières. Les troupes alliées imposent des choses. Donc, par exemple, à Dachau, les Américains avaient établi des questionnaires à remplir. Il faut établir la liste des morts, des décédés. On pense évidemment aux vivants, on pense au retour, mais on pense aussi aux camarades qui sont décédés récemment ou de longs mois avant.
Les Américains à Dachau mettent en place également une quarantaine, parce que vous le savez, il y a des risques d'épidémie. Les Anglais, par exemple, ferment le camp littéralement et bouclent le camp de Bergen-Belsen, où les épidémies se développent à des rythmes assez effarants. On impose donc des règles. À Dachau, il faut rétablir tout un système de cuisine pour nourrir donc les détenus libérés. On empêche également, là aussi c'est tout bête, mais la dégradation des baraques. À Dachau, avant l'installation de ce petit comité, certains baraquements avaient été détruits par des détenus pour faire du feu, tout bêtement. Mais du coup, ensuite, on s'aperçoit, du fait d'arrivée de détenus des autres camps libérés autour, qu'il n'y a plus assez de baraques pour loger tout le monde. Donc les troupes américaines empêchent ça assez vite. Pour vous donner la situation, notamment sur le plan des épidémies, à Dachau, avant le retour des Français, début du mois de juin, oui, les derniers Français, je crois, partent à la fin du mois de mai du camp de Dachau. Entre la libération fin avril et le retour des Français fin mai, plus de 2200 personnes meurent encore au camp de concentration libéré de Dachau. Les Américains également organisent toute une série de vaccinations contre le typhus, la typhoïde. Ils désinfectent les personnes comme les bâtiments, le matériel. Donc beaucoup de choses à mettre en place en très peu de temps, et j'insiste, pas toujours, tout cela n'avait pas toujours été prévu. Après ce temps, évidemment, il y a le temps concret du rapatriement. Alors le rapatriement en soi, il faut déjà là aussi, tout à l'heure je vous donnais quelques éléments chronologiques, là il faut qu'on donne quelques éléments chiffrés sur le nombre de personnes à rapatrier. Bien entendu, je vais partir de l'exemple français. Vous avez en gros un déporté sur deux de la résistance politique arrêté par représailles, par hasard, une petite minorité de droit commun, donc les victimes de la répression. Un déporté sur deux survit à l'univers concentrationnaire, environ, ce qui fait donc à peu près 40 000 personnes à rapatrier. En l'état des recherches actuelles, c'est un travail qui est mené par le mémorial de la Shoah, près de 3 000 juifs ont survécu à la Shoah, juifs déportés de France, sur les 75 000 déportés de France. Donc vous voyez, une toute petite minorité. Ça représente donc pour les nouvelles autorités françaises républicaines qui se remettent en place à la fin de l'année 1944 à Paris, environ un peu moins de 50 000 personnes à rapatrier, déportées dans l'univers concentrationnaire et dans les centres de mise à mort, principalement dans le cas des Français à Auschwitz-Birkenau, vous le savez. Mais il ne faut pas oublier tous les autres retours à organiser, c'est-à-dire que ces déportés de répression, ces déportés juifs de la solution finale, sont rapatriés en même temps que les prisonniers de guerre, 1 million de personnes, et les requis forcés du travail obligatoire, le fameux service du travail obligatoire de février 1943, mais il y a eu d'autres lois avant, des volontaires également partis pour travailler en Allemagne, soit au moins 500 000 personnes. Les déportés, très clairement, sont en quelque sorte noyés dans cette masse de population à ramener. À l'échelle européenne, même si là on manque encore de chiffres fiables, c'est plus de 10 millions de personnes à rapatrier d'un endroit vers un autre. Alors, qui sont les acteurs de ce rapatriement? En dehors donc de ce groupe des déportés et des absents en règle générale, je vais revenir sur cette expression tout à l'heure. Les acteurs du rapatriement, je vous l'ai dit tout de suite avec ces comités qui se mettent en place dans les camps avant le retour. Les acteurs premiers, ce sont évidemment les déportés, parce qu'ils le vivent, mais aussi parce qu'ils participent à l'organisation. J'ai en tête l'exemple de Serge Chomov, qui est un ancien déporté de Mauthausen, aujourd'hui décédé, que j'ai très bien connu, et qui a joué un grand rôle. Il était le secrétaire adjoint du comité clandestin, puis du comité donc, de libération de Mauthausen, et il a joué un grand rôle dans l'établissement des listes et dans l'organisation du retour entre l'Autriche donc, et la France. Rôle des, ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG, donc rôle de la Croix-Rouge, important, de toutes les organisations humanitaires qui, face à cette découverte, bien entendu, prennent très rapidement des dispositions et jouent un rôle important. Mais rôle, et j'aurais sans doute dû commencer par là, rôle des militaires, évidemment, ils découvrent les camps, on est encore en guerre, au moment où les premiers rapatriements se déroulent, on est à la toute fin de la guerre, je vous l'accorde, mais on est encore en guerre, donc les priorités militaires jouent toujours, et vous avez un commandement suprême des forces alliées, le chef, qui
qui avait élaboré, bien entendu, un plan théorique. On savait qu'il y aurait des rapatriés civils à ramener dans les pays, alors que les troupes continueraient à avancer. Donc on avait élaboré des plans théoriques, qui en gros, je vous passe les détails, suivaient des objectifs avant tout militaires. C'est-à-dire que les objectifs militaires sont restés jusqu'au bout des éléments prioritaires. On peut le discuter aujourd'hui sur un plan moral. Il se trouve que la tactique, pour faire très simple et caricaturé, c'était plus vite on gagnera la guerre, moins il y aura d'horreur. Donc concrètement, dans le cas des déportés et de la découverte des camps, je vous l'ai dit, découverte en grande partie par hasard, retour et rapatriement mal organisé et mal prévu. On va donc se confronter à tous ces problèmes dont j'ai déjà parlé, d'épidémies, des problèmes sanitaires, des problèmes de retour face à la masse, des déportés également à ramener. Donc rôle des militaires et rôle d'une organisation internationale, rôle également de chacun des pays. Et évidemment, dans le cas des déportés français, des prisonniers de guerre et des requis, le gouvernement provisoire de la République française, du général de Gaulle, avait anticipé la chose, puisque dès 1943, à la fin de l'année 1943, en novembre, Henri Freinet, qui est un grand résistant, patron fondateur du mouvement Combat, qui se trouvait à Alger en novembre 1943, entre dans le gouvernement provisoire de la République française et est nommé ministre, en gros, des prisonniers, des rapatriés. C'est le fameux ministère dit des PDR, c'est comme ça qu'on va l'appeler, des prisonniers, déportés, réfugiés. Et c'est à ce ministère que revient la charge d'organiser le retour et les rapatriements. Là encore, il y travaille dès la fin de l'année 1943. Il y travaille concrètement encore plus activement dès septembre 1944, lorsque ce ministère s'installe à Paris, avenue Foch, en grande partie dans les anciens locaux de la Gestapo à Paris. Et ce ministère, donc, tout au long de ces mois, sans connaître ça, sans savoir ça, sans connaître l'ampleur de la crise qu'il va avoir à gérer, ce ministère, comme le chef, met au point des plans de rapatriement. Des plans donc, qui vont être bouleversés. Mais j'insiste, des dispositions avaient malgré tout été prévues. On dit souvent donc, que ce ministère avait assez mal conçu la chose. Il se trouve quand même qu'on a des missions de rapatriement qui avaient été pensées très vite, c'est-à-dire que dès les premières dépêches qui tombent et la découverte des camps, des émissaires du ministère Freinet partent en Allemagne, là où se trouvent les principaux commandos, pour organiser sur place au mieux les rapatriements. Vous avez, face à la situation sanitaire, un véritable pont aérien qui est mis en place. On peut trouver limité, bien évidemment, mais en gros, c'est près de 8000 personnes qui rentrent par le Bourget, en banlieue parisienne, par l'aéroport du Bourget, militaire. Globalement, surtout, des déportés sanitaires, intransportables en camion ou en train. Donc un pont aérien, le premier train de déportés revenu de Ravensbrück arrive à Annemasse, on a franchi la frontière à Annemasse à la mi-avril 1945. Ce train sera accueilli par le général de Gaulle et par Henri Freinet, le ministre. La gare d'Orsay à Paris est de fait réquisitionnée comme la gare du retour dans le dispositif, c'est-à-dire que les prisonniers de guerre, les déportés, les requis rentrent majoritairement par la gare d'Orsay, donc le dispositif a été mis en place pour faciliter au mieux et le plus rapidement possible les retours. Et vous le voyez sur cette image, très vite. Alors ça, par exemple, ça n'avait pas été tout à fait anticipé, loin de là. En avril 1945, on réquisitionne un grand hôtel à Paris, l'hôtel Lutetia, boulevard Raspail, donc voilà, qui était l'ancien siège de l'Abwehr, le contre-espionnage allemand durant la guerre, et qui est réquisitionné par le ministère en urgence pour accueillir les déportés. Et terminer les formalités, permettre les transferts au mieux vers les familles ou pour beaucoup également vers les hôpitaux. Donc voilà, dans les témoignages des déportés, surtout depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que ce bilan est jugé quand même assez négativement, avec des retours du fait de l'ampleur de la découverte, malgré tout mal anticipé. Le ministère Freinet, je vous donne le contrepoint, sans trancher, mais on pourrait y revenir. Le ministère Freinet avait tiré un an plus tard, je crois, ou 2 ans plus tard, ce qu'il a appelé le bilan d'un effort. Et alors les chiffres valent ce qu'elles valent, mais au cours de l'année 1945, je cite le rapport du ministère Freinet, dans un pays complètement désorganisé, parce qu'il ne faut pas oublier la situation en France. Là, on n'est que 8 mois après la libération de Paris et tout le territoire national n'est pas encore libéré. Donc je cite, dans un pays complètement désorganisé,
plus d'1,5 million hommes, femmes et enfants ont été rapatriés en moins de 100 jours. Les rapatriés reçoivent pécule et vêtements, bon, et bénéficient de soins gratuits, ça n'a pas été toujours le cas. L'effort financier du pays a été considérable. 20% des dépenses civiles ont été inscrites au budget de l'année 1945. Le 1er juin 1945, et ça on a des photos, je ne vous ai pas amené là, on a fêté le 1 000e rapatrié, Jules Garon, un prisonnier de guerre. Toutefois, donc j'insiste, pour beaucoup des personnes qui l'ont vécu directement, ce rapatriement a été jugé trop long, trop tatillon en termes de démarches administratives, et beaucoup de déportés ont en tête évidemment la mort de leurs camarades après la libération, mais avant le retour dans leur pays.